Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bienvenue dans ce webinaire thématique sur les commerces de proximité. Donc un webinaire qui s'inscrit dans le cycle économie sociale et solidaire et ruralité. Donc on va pouvoir commencer, même si sûrement des participants vont nous rejoindre encore au fur et à mesure. Peut-être juste quelques petites indications avant de rentrer dans le vif du sujet pour que le webinaire se déroule du mieux possible. Donc Floriane, je viens. Ouais, super, merci beaucoup Floriane. Donc du coup, effectivement, on est dans un format aujourd'hui Zoom webinaire. Comme j'expliquais il y a quelques instants, seulement les panélistes et les intervenants peuvent allumer leur micro et leur caméra, mais vous pouvez tout à fait échanger librement dans l'outil discussion et notamment poser vos questions dans l'onglet Q&R. Donc, vous le voyez en bas de votre écran normalement. Et c'est un outil qui nous permettra d'échanger notamment puisque les panélistes et les intervenants peuvent répondre directement à vos questions tout au long du webinaire. On aura tout de même 2 temps vraiment dédiés aux échanges après chaque temps majeur de prise de parole. Et pour ce qui est du support, il vous sera bien évidemment envoyé à l'issue du webinaire. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais vous présenter rapidement notre programme aujourd'hui. On va commencer par présenter le cadre dans lequel s'inscrit le webinaire et notamment le programme Tresson. Et puis, je vais revenir succinctement sur le choix du sujet aujourd'hui et je fournirai également quelques éléments de contexte pour introduire le sujet et la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Donc, une première partie sera là pour nous inspirer et sera consacrée au témoignage de 3 projets, donc Mon Petit Camion, Bouge ton Coq et Cop Circuit, qui vont revenir sur les solutions qu'ils apportent face au constat que l'on aura dressé ensemble. Et également, ils vont nous partager donc leur retour d'expérience. Et puis, une deuxième partie sera consacrée, elle, aux leviers d'action que les collectivités ont pour soutenir le maintien ou l'ouverture de commerces de proximité, notamment toutes les initiatives issues de l'économie sociale et solidaire, avec une intervention donc, de Cyril Nassens, qui est chargée de mission économie sociale et solidaire au département d'Ille-et-Vilaine. Et donc, comme je vous le disais, entre chaque temps, on prendra le temps, bien sûr, d'échanger et de répondre à toutes vos questions. Donc, je vais dès à présent laisser la parole à Floriane, qui va vous présenter l'émission de la VISE et les travaux du programme Tresson. Merci Alice, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, ce webinaire aujourd'hui s'inscrit dans un cycle de webinaires ESS et ruralité que l'on organise dans le cadre du projet Tresson. Donc c'est un projet qui est piloté à la fois par la VISE et le RTES. Donc en quelques mots, la VISE, c'est une agence d'ingénierie pour entreprendre autrement. Donc autrement dit, c'est une structure associative d'une trentaine de salariés qui a été créée en 2002 avec pour mission de développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social en France. Donc, pour cela, la VISE développe des programmes d'action dans lesquels à la fois on outille les porteurs de projets avec des outils pédagogiques, des ressources, etc., que l'on partage principalement via notre centre de ressources avis.org, donc notre site internet. Dans ces programmes, on va aussi animer des communautés d'acteurs et en particulier des acteurs de l'accompagnement qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Donc, à la fois en animant le dispositif local d'accompagnement, le DLA, mais aussi des communautés telles que la communauté émergence et accélération avec tous les incubateurs, accélérateurs de l'ESS, ou encore, par exemple, la fabrique à initiative, un dispositif de génération de projets sur les territoires. Et puis, on va aussi accompagner les porteurs de projets, et en particulier sur les phases de changement d'échelle. Et ce schéma, ça permet de montrer qu'on agit sur, on va dire, toutes les étapes de vie d'un projet. Donc ça, c'est pour la VISE. Côté RTES, donc notre partenaire sur le projet Tresson, c'est un réseau de collectivités de tout échelon, donc région, département, pays, communes, qui travaillent sur le développement de l'économie sociale et solidaire dans les politiques locales. Et donc, c'est à la fois un réseau de partage de bonnes pratiques et puis de plaidoyer sur ces questions de politique publique dédiées à l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans le cadre du projet Tresson sur l'ESS rural, on travaille dessus depuis 2018 avec pour l'objectif déjà de voir quelle est la place de l'ESS en milieu rural et comment la renforcer, comment renforcer sa place et les conditions pour que les projets se développent. Donc, on a à la fois mené des études de valorisation
des études statistiques ou encore des monographies de territoire. On capitalise bien évidemment sur les enseignements. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos productions sur les sites de l'AVIS ou du RTES. Et puis derrière, on va également mener des actions complémentaires pour aller encore plus outiller les acteurs du territoire ESS ou hors ESS, donc acteurs du développement de l'ESS, acteurs du développement local, collectivité, pour renforcer l'économie sociale et solidaire rurale. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations et productions sur ce site et on vous enverra la présentation, bien sûr. Et donc, juste pour terminer, on a aussi fait ce cycle de webinaires thématiques, donc ESS et ruralité, parce qu'on a réalisé un panorama d'une centaine de projets de l'ESS en milieu rural sur différentes filières, filières d'avenir, filières porteuses, comme l'alimentation durable, effectivement les commerces de proximité, la mobilité durable, que vous pouvez aussi retrouver en ligne. Et donc aujourd'hui, voilà, et dans les autres webinaires, on voulait valoriser ces actions sur les territoires qui ont un impact positif pour le développement. Donc, Merci beaucoup, Floriane. Merci. Alors effectivement, comme je l'avais évoqué, avant de laisser la parole aux intervenants, il me semblait pertinent de revenir en fait brièvement sur le choix du sujet et les constats qui en sont à l'origine. Donc je veux bien, Floriane, que tu passes à la slide suivante. Voilà, donc effectivement, la disparition et l'éloignement des commerces de proximité dans les zones rurales, c'est un constat qui est partagé depuis les dernières décennies du siècle dernier, et c'est aussi une réalité statistique qui va de pair avec donc le déclin démographique des campagnes. Donc c'est d'ailleurs un pilier central des programmes de revitalisation, dont celui de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui s'adresse aux petites villes de demain, donc les communes de moins de 20 000 habitants. Durant les années, par exemple, 80-90, il y avait 25 à 30% des petits commerces alimentaires qui ont disparu des territoires ruraux. Et aujourd'hui, selon l'INSEE, 59% des communes rurales ne disposent plus d'aucun commerce de proximité et 50% des habitants de ces communes doivent parcourir environ 2,2 km pour trouver une boulangerie, par exemple. Donc la question du maintien du commerce en milieu rural, ce n'est pas seulement une problématique de développement économique, mais c'est aussi et surtout presque une question de lien social, de proximité. Donc ces fermetures et l'augmentation de la distance entre les foyers et les commerces sont particulièrement problématiques à la fois pour les personnes à faible mobilité, donc les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, mais aussi tous les ménages n'ayant pas accès à un véhicule, donc souvent pour des raisons économiques. Et bien sûr, il y a également la question de l'attractivité du territoire qui va rentrer en jeu, puisque la désertification des centres-bourgs est en fait un réel frein à l'installation d'habitants, voire d'entreprises sur le territoire. Et donc, pour répondre à ces problématiques, je veux bien qu'on passe à la prochaine slide. Merci. On observe donc, pour répondre à toutes ces problématiques, de plus en plus de projets et d'initiatives qui vont se créer pour ouvrir ou réouvrir des lieux et proposer des services qui répondent aux besoins du territoire en matière d'approvisionnement en produits de consommation, mais aussi de cohésion sociale, de culture ou de valorisation du patrimoine local. Donc, on va trouver des projets tels que des cafés associatifs qui vont permettre de diversifier les offres de proximité et qui souvent d'ailleurs implique une mobilisation qui va être plus large des habitants dans les activités locales et donc qui vont se réunir autour d'un projet commun. On va retrouver également des coopératives commerciales de producteurs, de consommateurs ou d'artisans, des épiceries ou des bars bistrots associatifs qui peuvent être aussi solidaires ou même itinérants. Donc voilà, bien d'autres aussi formes de projets qui vont valoriser le terroir et le savoir-faire locaux. On va d'ailleurs retrouver beaucoup de commerces qui vont être pluriactivités, ce qui illustre très bien en fait, leur capacité d'adaptation et leur agilité également, donc l'agilité de ces structures de l'ESS qui ont en fait un caractère innovant de par leur modèle de gouvernance et leur modèle économique, ce qui va également apporter sur le territoire des emplois qui vont être résilients et durables. Je pense par exemple aux projets d'alimentation durable qui vont favoriser les circuits de proximité et qui vont contribuer notamment aux dynamiques de relocalisation d'activités et de filières. Donc on voit bien que les commerces de l'économie sociale et solidaire ont de vrais atouts pour les petites communes et la revitalisation de leur centre-bourg. Et il existe un chiffre qui l'illustre très bien, que l'on peut retrouver dans le mode d'emploi ESS et ruralité, qui dit qu'en fait la part de l'ESS dans le secteur du commerce en France est 3 fois plus importante en milieu rural que sur le reste du territoire.
Voilà, donc sans plus tarder, on va entamer la première partie de ce webinaire qui sera nourrie de 3 témoignages. Et donc, je propose, pour commencer, à Alexandre Vallès de Mon Petit Camion, de commencer et de nous partager donc la genèse de son projet, les réponses qu'il apporte aux enjeux soulevés, et puis de manière opérationnelle, comment est-ce qu'il a pu développer ce projet et avec quel partenaire à ses côtés. Je rappelle juste, avant de laisser la parole à Alexandre, que vous pouvez tout à fait poser vos questions pendant son intervention dans l'onglet Q&R, et les intervenants vont y répondre par la suite, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je laisse la parole donc à Alexandre pour nous présenter Mon Petit Camion. Merci, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Alors, je m'appelle Alexandre Vallès, donc je suis fondateur, même cofondateur de l'association Mon Petit Camion. Aujourd'hui, on est implanté en Ille-et-Vilaine, à Rennes plus précisément. Notre rôle, notre raison d'être, c'est de faciliter l'accessibilité aux services de proximité en milieu rural. Autrement dit, on cherche à faire du lien entre les acteurs des territoires et même plus précisément des bassins de vie pour s'assurer que les habitants aient accès à l'ensemble des services de proximité qui puissent accéder à tous leurs besoins quotidiens. Qu'on parle de restauration, qu'on parle d'accès aux services de soins et de santé, qu'on parle d'accès aux services de loisirs et de culture, qu'on parle de tous les services liés à l'entretien de nos matériels. Et on inclut nécessairement là-dedans l'approche du commerce de proximité, mais on va plus loin, on raisonne aussi sur l'approche du service. Nous, la solution qu'on propose concrètement aux territoires et aux collectivités, c'est le service ambulant. C'est autrement dit, plus connu, le commerce itinérant. C'est d'aller chercher tous les commerçants itinérants qui disposent d'un service et de les amener dans les villages et dans les villes où manquent ces services. Les constats sur lesquels on part, c'est de ce qui est lié à notre temps d'accès aux services de proximité. Globalement, en France, sachant que ça dépend des territoires, un Français passe 1 heure à 1 heure et demie par jour à se déplacer. Et dans nos déplacements, il y a 2 tiers de nos déplacements, ça concerne l'accès justement à nos besoins quotidiens. D'aller faire nos courses, d'aller pour tout ce qui peut toucher nos besoins personnels, aller faire les courses, aller voir nos amis, aller à tous les services de loisirs et de culture, etc. Donc l'essentiel de nos déplacements, finalement, c'est accéder aux services de proximité. Et c'est d'autant plus criant quand on s'éloigne des grandes villes, des grandes métropoles, et qu'on va dans le rural. Pourquoi? Parce que les services sont plus distants, parce que la couverture d'offres de transport en commun est pas forcément la même, et que l'usage de la voiture est d'autant plus conséquent. Et ce qui se retrouve là-dedans, c'est que les ménages sont d'autant plus motorisés en milieu rural, leur temps de déplacement est souvent plus conséquent, leur temps d'accès aux services est souvent 2 à 4 fois plus élevé quand on vit en ville, et derrière ça, leur budget mobilité est aussi très conséquent. On propose en tant qu'offre de service, on va voir les intercommunalités et les élus des communes rurales, et on leur propose de lancer des expérimentations, qu'on cale ça en 2 temps. C'est un premier temps de recensement, d'enquête, et un deuxième temps de préfiguration. Le temps de recensement, il vise à croiser les besoins des habitants. Quels services vous manquent ou quels services sont difficiles d'accès? Comment vous faites pour y accéder? Est-ce que vous connaissez tout ce qui est commerce itinérant? Est-ce que vous les utilisez déjà? Et si oui, pourquoi? Et qu'est-ce que vous appréciez dedans? Et en parallèle de quoi on croise ça avec le recensement de toute l'offre de services qu'il y a sur ce territoire. À savoir quelles sont les offres de restauration, quelles sont les offres d'alimentation, quelles sont les offres d'entretien, de soins, de santé, de loisirs et de culture, comme je les ai cités auparavant. On croise ces deux-là, on propose des restitutions publiques ensuite à ses habitants et aussi aux commerçants et aux associations qu'on aura été rencontrés et aux élus, bien entendu, pour les faire réagir à chaud sur ce qu'ils en pensent et ensuite leur proposer de travailler ensemble lors d'ateliers pour construire ce qu'on appelle un agenda de service. C'est-à-dire, supposons que on ait travaillé avec un panel de 6 à 10 communes rurales et qui ressort pour les personnes âgées et retraitées qui ont été interrogées, qui voudraient bien avoir un coiffeur ou un toiletteur le mardi matin sur la place du village. Et que, à côté de ça, les actifs aient exprimé le besoin d'avoir accès à un marché fermier pour avoir accès à tous les produits locaux, circuits courts, sur la ferme qui est entre les 2 communes qu'ils auraient citées, mais plutôt le vendredi soir pour y aller quand ils rentrent du travail et avec les enfants.
À partir de là, l'expérimentation qu'on propose, justement, c'est de s'appuyer sur ces exemples et de tester, finalement, en fédérant les porteurs de services, que ce soit des commerçants, encore une fois, ambulants, mais aussi des commerçants sédentaires, aussi aller voir les associations, les producteurs agricoles, et d'organiser des formats de marché, pour le dire assez simplement. On prend même un terme de certains élus ruraux qu'on côtoie, de créer des lieux de vie conviviaux et animés, donc de proposer ces services à l'endroit et au moment qui aurait été exprimé par la population, en fédérant les acteurs locaux déjà existants euh, ici ou ailleurs. Ce qu'on rajoute comme tout, enfin nous, ce qu'on propose justement pour aller au-delà du marché un peu classique, je dirais, et pour faire écho à cette notion de lieu de vie convivial et animé, c'est qu'on ne voit pas juste des camions où les gens ils viennent, ils font la queue pour acheter, puis ensuite ils rentrent chez eux. C'est de le rendre vivant, c'est-à-dire de proposer des tables, des chaises, des guirlandes, de proposer que les parents, par exemple, ils puissent se poser, passer un temps ensemble avec leurs amis, pendant que les enfants ils vont faire des ateliers do it yourself, qu'ils vont pouvoir assister, qu'il y aurait des animations autour du jeu, qu'il y ait des clowns ou des magiciens, qu'il y ait également des ateliers qui soient également proposés aux parents qui viennent ici. Bref, que tout le monde puisse se poser et que on soit dans un moment de partage et de vivre ensemble, où les gens juste se sentent bien et qui nourrissent le lien social. Heu, et qu'à partir de là, on en tire un retour d'expérience ensemble avec toutes les personnes qui ont porté ça, de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché et dans quelle mesure on peut, tisser, poser et ancrer ce modèle-là pour qu'on puisse aller vers une ruche de service. Une ruche de service qui s'exprimera à l'échelle de ce bassin de vie. Hem, pour conclure et pour peut-être donner un écho, finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est de construire des communs, et de construire un espace de coopération à l'échelle locale, donc toujours en écoutant les cultures, les histoires et les usages locaux, euh, pour tisser du lien social intergénérationnel, pour diversifier le champ de nos mobilités. Donc finalement, plutôt que ce soit toujours les gens qui aillent vers, qu'on amène le service au plus près des gens et qu'on participe surtout à créer de l'activité économique et qu'on crée de l'emploi au cœur des bassins de vie. Et que tout l'écosystème, que ce soit les habitants, les actifs, les commerçants, les associations et les élus, s'emparent de ce sujet-là, et les citoyens aussi, s'emparent de ce sujet-là et qu'ils se l'approprient pour qu'eux-mêmes soient des acteurs de la vie locale, quoi. Je vais m'arrêter là pour le moment et je vais laisser la place aux questions. Super, merci beaucoup Alexandre. Je pense que vous avez encore le temps de développer un petit peu si vous voulez illustrer davantage, mais effectivement, on a déjà 2 questions qui vous sont destinées. Vous pouvez décider d'y répondre Ouais, en ok. direct ou à l'écrit, mais j'en vois Ouais. une notamment de Mathieu Gros qui demande s'il y a un réseau national, par exemple. Vous pouvez Ouais. peut-être répondre à ça. Alors, je vais répondre à la première question par du cas concret sur la densité de population. Nous, on cible du rural. Alors, pour reprendre des statistiques, on cible les communes où il y a un manque de services, où il n'y a plus de services, où il n'y a plus de commerce. On va dire plutôt là où il y a de la vacance commerciale. Et on essaie de croiser ça avec les temps de déplacement, là où ils vont dépasser les 3-4 minutes, qui est plutôt une moyenne en France, et là où on va se retrouver en deçà des 70-80 habitants par kilomètre carré. C'est un peu des vecteurs. Mais après, on va toujours écouter les collectivités et les acteurs du territoire parce que c'est souvent eux qui savent s'il y a quelque chose qui manque. Pour vous donner un exemple concret, là aujourd'hui, on est en train de discuter avec une intercommunalité en Ille-et-Vilaine qui est entre le Mont-Saint-Michel et Rennes, pour faire simple. C'est le territoire le plus rural d'Ille-et-Vilaine. Il y a 55 habitants par kilomètre carré. On a ciblé un regroupement de 10 communes. On prend toujours une commune pôle, qui est un peu la commune où on va retrouver la majorité des services, et on va chercher les élus des communes alentours, en supposant que les habitants de ces communes alentours sont en général polarisés par cette commune pôle où ils vont retrouver la majorité de leurs services. À partir de nous, ce qu'on va lancer là prochainement, on a présenté pas plus tard qu'hier lors du bureau communautaire des élus pour proposer cette fameuse expérimentation sur 6 à 9 mois, où on va d'abord interroger les habitants, interroger les commerçants, ensuite monter cette fameuse agence de service et trouver quels sont les villages, les communes où il y aurait le plus d'intérêt à tester un ou deux marchés qui n'existent pas, ou
aller s'appuyer sur un ou deux marchés fermiers existés et proposer de les étoffer, donc amener cette animation. Et je vais finir là-dessus parce que c'est important sur notre modèle économique, ça me permet de répondre à la deuxième question sur le réseau national. Aujourd'hui, on démarre sur du local en Ille-et-Vilaine, notamment parce on a été accueillis, on est accompagné par TAC 35, l'incubateur brétillant en économie sociale et solidaire, qui nous a permis de s'ancrer dans le réseau ESS local. Euh, on cherche ici à éprouver notre modèle économique, c'est-à-dire que cette expérimentation, on la vend aux collectivités, on vend ça sur un pack de, en général, 20 à 25 000 euros sur une mission de 6 à 9 mois pour 6 à 10 communes. Ça nous permet de nous rémunérer et ça permet de disposer d'un capital pour ensuite investir sur toutes les ressources matérielles et immatérielles qu'on va proposer en format mutualisé en tant que fonction support à tous les ambulants du territoire. Et aussi aux sédentaires qu'on proposera d'utiliser, enfin, où on leur proposera d'utiliser le service ambulant comme un autre canal de distribution. Nous, aujourd'hui, on cherche à développer ça en Ille-et-Vilaine pour ensuite essayer de le tirer sur toute la Bretagne, avec l'enjeu du centre-Bretagne où il y a une vraie désertification de services. L'idée, c'est qu'après, on puisse créer des antennes locales dans d'autres régions, dans d'autres départements, et qui s'appuient sur les acteurs locaux, sur les réseaux locaux, sur l'écosystème local, et du coup, qui prennent en compte systématiquement les spécificités du territoire. On est très attaché à ce que le besoin du terrain soit écouté et ce que les démarches soient qu'on puisse s'appuyer sur des communs, mais que ce soit toujours une démarche territoriale, propre à la culture locale, quoi. Super, Et merci. donc, pour répondre à la toute dernière question, on cherche à impulser des dynamiques là en s'appuyant sur les citoyens. Et l'idée pour nous, c'est que les citoyens se l'approprient. Et là où on sera, pour nous, une des cibles, c'est que finalement, ils récupèrent le sujet. Et si eux, ils arrivent à se l'accaparer et qu'on arrive à inscrire ça dans un modèle économique de création d'activités, enfin, d'activités économiques et de création d'emplois, finalement, nous, on pourra se retirer parce que c'est les acteurs historiques du territoire qui s'en seront emparés. Là, on voit déjà des collectifs de citoyens, a priori, ils savent déjà faire. Et s'il y a des besoins, bah, on pourrait toujours essayer d'amener quelque chose. Mais l'idée, en tout cas, c'est que c'est vraiment les acteurs locaux qui s'en emparent et notamment les citoyens, quoi. Voilà. Merci Alexandre. Il y a encore de nombreuses questions sur mon petit camion. Je vous propose de vous laisser les regarder et on les reprendra après l'intervention des deux autres retours d'expérience, si ça vous va. Ouais, ouais, merci. Super, merci Alexandre. Voilà, donc du coup, je vais maintenant proposer à Corentin Emery de témoigner des actions de Bouge ton coq envers les petits commerces de village, notamment leur opération Ouvrons une épicerie. Donc Corentin, je vous laisse présenter. Ouais. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, moi, je suis Corentin Emery, le responsable du mouvement Bouge ton coq. Donc, Bouge ton coq, en fait, on est un mouvement citoyen qui réunit entreprises, collectivités et citoyens pour pouvoir essaimer des solutions d'intérêt général dans les villages, donc dans le plus grand nombre de villages possible en France, pour apporter en fait des services concrets au public. Donc en fait, comment ça se passe? On identifie une thématique sur laquelle on peut intervenir. Donc, pour ça, on s'appuie en fait sur l'agenda rural. Ensuite, on mène un diagnostic. Après, une sorte d'étude de marché, on peut dire ça comme ça, par rapport à une solution qui, dans cette thématique particulière, apporte une solution concrète qui existe déjà sur son territoire. Et nous, on réunit un collectif, donc de mécènes privés, de citoyens bénévoles ou donateurs et d'institutions publiques à toutes les échelles territoriales pour pouvoir en fait financer la mise en œuvre de cette duplication de la solution sur tout le territoire national. Ça, c'est le modèle pour donner un peu de chair quand même à ce qu'on fait concrètement. Donc, on a décidé pour notre première thématique, notre première opération nationale, d'investir la thématique du petit commerce et du petit commerce de proximité en zone rurale. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a commencé par cette thématique-là, puisque pendant le premier confinement, on avait mené une opération d'urgence. En fait, on venait en aide aux commerçants des communes de moins de 3 500 habitants. Donc on avait mené ça en partenariat avec l'AMRF et donc l'Association des maires ruraux de France
et le Fonds des consommateurs et des citoyens, qui est mené par C'est qui le patron, pour apporter une subvention en fait directe de 1 500 € à tous les commerçants et tous les artisans qui avaient dû fermer pendant le confinement. Donc ça nous avait offert en fait un point de vue assez documenté, assez détaillé, sur l'état en fait du commerce de proximité dans les villages. Beaucoup de choses a déjà été dit par Alice dans le contexte général du commerce de proximité dans les villages, mais c'est vrai que on a aussi réfléchi au problème du modèle économique, qui ne convient plus en fait, sur l'économie traditionnelle, on va dire, pour maintenir des commerces en zone rurale. Notamment parce que l'habitat diffus, fait que la zone de chalandise est toujours très difficile à percevoir pour les commerçants. Les et donc c'est difficile de se verser un salaire. Les charges, les marges, sont très difficiles à faire tenir sur le long terme, d'autant plus avec la concurrence organisée depuis 50, 60, 70 ans par la grande distribution, qui a une stratégie de maillage territorial très efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, presque tous les 10 kilomètres, on peut avoir accès à, tel hyper ou tel supermarché. Donc on s'est dit, pour apporter une solution concrète et repeupler en fait les villages avec des commerces qui durent dans le temps, il faut sortir de ces schémas de l'économie traditionnelle et proposer un tout autre modèle. Et c'est là où on a trouvé une solution formidable, vraiment formidable, qui est basée en Ille-et-Vilaine d'ailleurs, qui s'appelle, Mon Épi. Et donc Mon Épi, c'est, un logiciel qui permet de créer et de gérer toutes les dimensions d'une épicerie participative. Donc là, on s'est dit: «Ça a fait tilt», parce que ce modèle d'épicerie, ne repose que sur l'énergie citoyenne. C'est, une équation un peu particulière qui veut dire, en fait, un commerce non lucratif. Ça veut dire qu'il n'y a ni marge ni charge, puisqu'en fait, chacun donne 2 heures de son temps pour faire, tourner la boutique, de manière bénévole. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui choisissent ce qu'il y a dans les rayonnages, puisqu'il y a des groupes, en fait, produits, donc ils vont sourcer. Souvent, c'est 15 kilomètres autour de l'épicerie, les producteurs qui veulent inclure dans leur épicerie, donc les produits aussi. Donc tout se fait en circuit court, en commande groupée, ce qui permet de réduire de 85 en moyenne les émissions de CO2 qui sont liées à la consommation, alimentaire. Et donc en fait, ça coûte rien à personne. Par contre, ça enrichit, considérablement les producteurs, locaux. Donc on a discuté avec l'équipe de Mon Épi et on a décidé de lancer cette grande opération qui vise à ouvrir 2 000 épiceries, associatives, dans toutes les communes de moins de 3 500 habitants, qui en font la demande. Donc concrètement là-dessus, il y a évidemment en termes de partenaires Mon Épi, il y a aussi l'Association des maires ruraux de France, donc qui sensibilise en fait leur réseau d'adhérents, parce que ça fait 10 000 maires ruraux dans toute la France, pour prêter un local en fait à l'association qui gère l'épicerie. Il y a ça. On a réuni aussi un collectif d'entreprises avec, Showroom Privé et Mondial Relais notamment, pour créer en fait des points logistiques de distribution aussi de colis et participer au désenclavement commercial des campagnes en valorisant aussi le e-commerce. Et donc concrètement, en fait, nous, Bouche non Coq, on orchestre, on anime ce collectif. On mène une campagne de communication au niveau national, au niveau local, et on collecte des fonds qu'on redistribue ensuite aux épiceries pour leur donner un petit coup de pouce pour le démarrage. Donc c'est une somme de 1 100 €, qui leur sert, soit à acheter du matériel, un frigo, un ordinateur, remettre un coup de peinture, passer les premières commandes, voilà. Donc c'est là-dessus qu'on intervient nous, dans le cadre du petit commerce. À date, on a labellisé à peu près 80 épis déjà, financé une quinzaine et dans les 2 mois qui arrivent, il y en a, 40 nouveaux qui vont pouvoir être financés. Donc voilà, en quelques mois, on va pouvoir arriver déjà à un réseau exclusivement rural, d'une cinquantaine de boutiques, de commerces. Heu et on sait aussi que comme c'est géré par les citoyens eux-mêmes, très souvent l'épicerie, en fait, c'est plus l'épicentre du renouveau du village, puisqu'à partir de là, va se mettre en place, un potager participatif, des cours de, je sais pas moi, de couture, des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture, voilà. Donc c'est, cette dynamique associative, cette dynamique citoyenne qui part de l'épicerie pour ensuite rayonner sur plein d'autres activités dans le village.
Merci beaucoup, Corentin. On voit bien que le département d'Ille-et-Vilaine est bien représenté, même si c'est un réseau national. Je vous propose de prendre une question, peut-être, et on pourra prendre les autres à la suite. Il y a plusieurs questions. La première qui concerne Mon Épi, elle est posée par Mathieu qui demande pourquoi une épicerie sous forme associative et comment créez-vous le collectif? Ouais, alors pourquoi sous forme associative? C'est parce que ça permet, en fait, c'est un commerce non lucratif, ce qui fait qu'il n'y a pas de marges qui sont appliquées sur les produits qui sont vendus, de sorte que le producteur est payé en juste prix. Donc, vous achetez des poireaux 10 €, vous les revendez 10 €. Voilà, donc ça permet, ça permet ça. Ça facilite aussi la gestion administrative, parce que du coup la comptabilité est très facile à faire, puisqu'on arrive toujours à 0. Voilà, c'est la raison pour laquelle, principalement, c'est associatif. Merci. Marie également demande dans l'outil de discussion, et d'ailleurs j'invite toutes celles et ceux qui ont des questions à bien les poser si possible dans l'onglet Q&R. Mais il n'y a pas de souci. Marie demande combien de temps la commune s'engage-t-elle à prêter le local? Ça, c'est des discussions à chaque fois entre l'association et la commune. Nous, on met à disposition un modèle de convention, en fait, entre la mairie et l'association. Mais c'est vraiment, ça, c'est l'intelligence collective au niveau de chaque commune et nous, on n'intervient pas dessus. Peut-être une dernière qui va être assez rapide. Benjamin demande est-ce qu'il faut donner son temps pour pouvoir accéder à cette épicerie, ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Voilà. Ouais, alors il y a 2 modèles d'adhésion, en fait, à l'épicerie. Un, c'est une adhésion annuelle et donc là, en fait, vous donnez 2 heures de votre temps pour telle ou telle activité et c'est variable tout au long de l'année. Ou alors il y a ce qui s'appelle des adhésions de passage, mais ça, c'est vraiment, ça fait partie aussi de l'attractivité, hein. S'il y a des touristes qui passent, qui voient l'épicerie, qui veulent acheter un produit en rayonnage, donc là, vous adhérez pour 1 € et vous achetez ensuite le produit en rayonnage. Mais donc, oui, le jeu, c'est évidemment, chacun participe à créer le commerce dont tout le monde rêve, en fait, à côté de chez lui. Super. Écoutez, comme pour mon petit camion, je vous propose qu'on s'arrête là, mais on va reprendre les questions qui concernent votre projet, votre structure après la première partie de ce webinaire. Et puis, je vais laisser à présent la parole à Bérangère Batio qui va présenter la plateforme COP Circuit et qui va revenir, il me semble, sur plusieurs circuits courts ruraux utilisant cette plateforme pour leur vente. Donc, je vous laisse la parole, Bérangère. Oui, bonjour tout le monde et merci d'abord à la VIS et au RTS pour cette invitation. Et moi, je suis ravie d'être là déjà pour avoir écouté les 2 premiers témoignages qui étaient super inspirants. Et puis, moi aussi, je vais vous raconter quelques histoires des utilisateurs de COP Circuit qui j'espère, vont inspirer. Donc, COP Circuit, c'est une coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui a pour objet de favoriser le développement des circuits courts. Et pour ce faire, notre activité principale, c'est de mettre à disposition une plateforme de vente en ligne de produits en circuit court. C'est un outil de gestion pour la vente en circuit court, donc de mise en relation entre les producteurs ou les organisateurs de circuits courts et les consommateurs. Et c'est aussi un outil de communication d'ailleurs, puisque on peut monter sa petite boutique et mettre en photo ses produits et ainsi éviter d'avoir son petit site web. C'est comme un petit mini site internet. Voilà. Donc, comme je viens de l'expliquer, nous, on est un outil au service des porteurs de projets. Donc, je vais vous raconter des histoires de nos utilisateurs. Et avant ça, redire que nous, on est basé sur un logiciel libre que l'on envisage comme un commun. Pour nous, c'est un commun, ce logiciel, cette plateforme. Et on le développe et on le maintient en permanence. Donc, on est sur une infrastructure qui est très solide et très pérenne, qui est ce logiciel libre, ce commun que l'on met donc à disposition de tous les acteurs du territoire et qui a des fonctionnalités qui s'adaptent à une grande diversité de circuits courts. Et ça, c'est quelque chose, ça m'a parlé dans le discours d'Alexandre aussi, c'est quelque chose auquel on tient, c'est que ce sont les personnes des territoires et les commerçants et les agriculteurs
qui créent leurs activités selon leur inspiration, selon leur environnement, selon la communauté dans laquelle ils s'inscrivent. Voilà. Donc, j'ai 2 ou 3 petites histoires selon le temps que j'aurai, dans le temps qui m'est imparti. La première, c'est celle d'un de nos sociétaires fondateurs qui s'appelle Guillaume, qui est en Normandie, pas loin de Bayeux, et qui a repris la ferme de ses parents, qui cultive actuellement 2 hectares et demi, un peu plus, et qui a aussi des poules pondeuses. Et lui, son idée, c'était vraiment de reprendre la ferme tout en créant de l'activité autour de lui, tout en cherchant à inspirer autour de lui, à susciter de la vie collective voilà, dans cette région à laquelle il est très attaché. Et donc, il a monté le jardin de demain et il vend à plusieurs, il distribue sa production sous plusieurs formes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est à retenir et qui est assez chouette dans la spécificité de la ruralité, c'est qu'on peut aussi mettre plusieurs cordes à son arc dans la commercialisation. Donc, par exemple, Guillaume, il vend à peu près 40% de sa production sur Cop Circuit, donc sur sa boutique en ligne. Il ouvre sa boutique une fois par semaine, le mardi, jusqu'au jeudi. Il ouvre les commandes, voilà, il a tant de kilos de carottes, tant de, etc. Et ça se clôt le jeudi et il fait ses livraisons le vendredi. Donc, c'est des livraisons ou des points de retrait. Et il fait ensuite une grosse partie de sa vente en vente directe à la ferme. Voilà, pareil, il ouvre sa ferme un après-midi par semaine. Et puis, le reste, il peut vendre à des supérettes locales ou à des AMAP. Et tout ça, sa clientèle se trouve à moins de 9 km de sa ferme. Donc, voilà, il écoule l'ensemble de sa production à moins de 9 km de sa ferme. Et ce que je peux encore dire de lui, c'est qu'il a aussi d'autres projets et il a un atelier pour les enfants tous les mercredis matins avec une quinzaine d'enfants autour de l'éducation à l'environnement. Il monte un tiers-lieu culturel pour héberger des activités culturelles aussi. Et voilà, ça, c'est à Côme, à côté de Bayeux. J'ai pensé aussi à vous parler d'une initiative qui est à l'autre bout de la France, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, dans un tout petit village de montagne. Et donc là, il s'est créé un coworking qui s'est créé sur la réhabilitation d'une ancienne usine d'espadrilles. Donc, on est au Pays Basque. Donc, une réhabilitation d'une usine et donc un espace de travail partagé et avec des activités de convivialité, de solidarité, de culture et d'art. Et puis, finalement, de fil en aiguille, eh bien, les porteurs de ce projet se sont aperçus qu'il y avait un besoin de créer un circuit court alimentaire. Et voilà, il n'y a pas de commerce dans le village. Et donc, ils ont monté une boutique sur Cop Circuit avec au départ 5 producteurs. Maintenant, je crois qu'ils sont 12. Et au départ, ils sont partis sur une base de clientèle assez restreinte, de gens qui connaissaient ce tiers-lieu, qui gravitaient autour ou qui travaillaient. Et puis finalement, il s'avère que la magie opère, puisque eh bien, il y a de plus en plus de clients qui sont intéressés. La mairie est évidemment partie prenante aussi de l'opération et est très intéressée aussi pour pouvoir mettre à disposition des quelques touristes qui viennent visiter ce territoire, de leur dire, voilà, vous pouvez avoir accès à un panier de produits locaux. Et puis là, il y a même plus que de l'alimentaire hein, dans cette boutique Cop Circuit. Il y a aussi des bougies, des savons, etc. Mais toujours vendus en circuit court.
Et puis après, très rapidement, il y a une autre. Donc oui, Picnic, là, de ce dont je vous parlais, dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est une SIC aussi. Donc on est sur une forme coopérative. Et puis il y a une dernière coopérative dont je voulais vous dire 2 mots, qui était une SCOP, qui est aussi une SIC, qui est dans une commune de 3000 habitants environ, et qui est spécialisée. Donc c'est une entreprise d'insertion qui a une activité principale, qui est la récupération de matériel informatique, et qui a décidé pareil, de répondre à un besoin, de monter un circuit court. Et donc, ils ont fait ça, et ils font de la livraison à vélo même. Et ils ont déjà une trentaine de producteurs. Et donc, on voit qu'il y a une réelle demande, en fait, des territoires ruraux, des producteurs, de retrouver des circuits de distribution qui les remettent en contact avec les consommateurs. Et voilà, nous, on est un des outils au service de ça. Encore une fois, une coopérative à lucrativité limitée, une SIC, qui crée un commun. Et puis nous, on crée cette communauté aussi où on se partage les connaissances entre les différents utilisateurs. Donc, je suis ravie de venir témoigner ici pour participer à ça notamment. Et voilà, c'est compliqué de raconter ces histoires qui sont des histoires de vie, donc qui sont des histoires qui portent du sens, qui sont très denses. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Et donc, je voudrais peut-être dire en dernier mot de conclusion que, au regard de nous, notre expérience, avec la vision qu'on a de toute la diversité de boutiques et de producteurs qui utilisent CopCircuit pour gérer leurs ventes, en fait, qui dit ruralité ne dit pas refus du numérique. Et en fait, même au contraire. C'est-à-dire que voilà, nous, on fournit un outil qui est une infrastructure numérique, mais qui crée du lien, en fait, et qui n'empêche pas la rencontre réelle entre les producteurs et les consommateurs. Il y a cette rencontre, soit au coin du champ au moment du retrait de la commande, soit dans une boutique. Et donc, là, on parle bien d'outils qui facilitent la vie, en fait. C'est tout l'enjeu de nous, ce qu'on veut proposer. Et de cette façon, de pouvoir essaimer un maximum d'initiatives partout sur le territoire. Merci beaucoup Bérangère pour la présentation de CopCircuit et puis pour le partage de ces belles illustrations qui sont vraiment inspirantes. On a d'ailleurs plusieurs questions pour préciser notamment donc, le nom de la deuxième SIC, si vous l'avez, qui fait de la réhabilitation d'ordinateurs et des circuits courts. Et on avait également une question sur le tiers-lieu culturel que vous aviez mentionné dans l'histoire de Guillaume, il me semble. Donc, vous pouvez soit répondre à l'écrit directement, soit à l'oral. Je vous propose qu'on prenne à présent 5-10 minutes pour échanger tous ensemble sur les 3 retours d'expérience qu'on vient d'avoir, qui sont des projets qui partagent des enjeux communs et qui sont à la fois proches et à la fois très différents, puisqu'ils répondent à des échelles différentes et à des enjeux différents également. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet Q&R. Et puis je vous propose, Corentin, Bérangère et Alexandre, de librement prendre la parole pour répondre aux questions qui vous étaient destinées. Voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Peut-être pour commencer, j'avais vu passer une question qui demandait de reprendre un petit peu, alors je ne sais pas si elle a été répondue entre-temps, mais les définitions de ce qu'est une épicerie associative, une épicerie itinérante, comment est-ce qu'on distingue tout ça. Il me semble que voilà, il y avait cette question. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut reprendre les définitions. Je veux bien. Il y avait aussi une question sur comment se finance l'épicerie du coup sur sa durée de vie. Super. Donc, j'ai répondu à quelques participants qui posaient la question. En fait, nous, on prend en charge cette petite somme d'amorçage côté de Bouche dans le Coq par rapport aux épiceries Mon Épied. Et ensuite, c'est ça vraiment le côté génial, lumineux de l'épicerie participative, c'est que toutes les charges déjà sont très faibles
puisque ça repose sur du bénévolat, donc il n'y a pas de salaire à verser. Si le local est prêté, bah, il y a pas de loyer à payer, donc en fait, ça concerne une box internet, l'électricité, le chauffage, enfin, voilà, donc c'est des charges assez faibles d'une part et donc ce qui permet en fait d'être couvertes ce qui leur permet d'être couvertes par, l'adhésion annuelle à l'association qui gère l'épicerie. Donc ça, c'est l'assos, hein, qui fixe le tarif, mais c'est généralement autour de 20 € par an. Et comme chaque adhérent, voilà, paye cette somme-là, ça permet donc de couvrir les charges et ensuite pour les investissements, pour l'achat de denrées notamment, en fait, ça fonctionne un peu comme une carte de cantine. C'est-à-dire que chaque adhérent a son compte et il recharge, en fonction des commandes qu'il passe. Ce qui fait qu'il y a pas forcément, énormément de stock à gérer et et donc ça limite aussi les charges et les investissements. Voilà, c'était la réponse sur le modèle économique, des épiceries. Merci Corentin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui vous étaient adressées? J'en vois une sur la différence avec les supermarchés coopératifs. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur ça. Ouais, j'étais en train de répondre par texte, mais du Ah, coup, voilà. Ouais, je dirais donc c'est des modèles assez proches, hein, en effet, mais je dirais qu'il y a quand même deux différences. La première, c'est dans le statut, évidemment, entre l'association et la coopérative et le 2e, c'est aussi un effet de taille. Quand on voit des succès, je sais pas, comme la Louve, par exemple, où là, ça a vraiment, ça a été, vraiment important en termes de nombre d'adhérents. Là, c'est vrai que le modèle qu'on propose, a fortiori, sur des faibles densités comme dans le monde rural, l'épicerie est forcément avec un nombre d'adhérents plus réduit. Par contre, de l'épicerie peut naître la coopérative, donc c'est pas voilà, c'est pas des modèles fixes, hein, ça peut être tout à fait mouvant et d'ailleurs, je voudrais pas m'exprimer à la place de mon épi, mais je crois que certaines, réfléchissent ou alors ont déjà basculé dans le modèle, coopératif. Voilà, c'est possible d'aller de l'un à l'autre. super. Et il y a une dernière question pour vous, Corentin, de la part de Claire. Quel appui pouvez-vous apporter quand il y a un besoin de recrutement, notamment pour pérenniser le modèle? Bonjour Claire. C'est une situation qui ne s'est pas encore présentée à nous, mais je pense que sur les besoins de recrutement, on essayera de connecter avec, bah, toutes les institutions qui permettent de financer ce genre d'emploi. Heu, mais en tout cas, c'est pas nous notre mission principale. Nous, elle réside vraiment dans l'ouverture des commerces là où il y en a pas. Ensuite, ça repose vraiment sur la vie de l'association elle-même qui fait ses choix, souverainement, quoi. D'accord, merci Corentin. Bérangère, je vous propose de pouvoir répondre aux questions qui vous sont adressées. Il y en a une notamment de Mathieu qui demande comment est-ce que les agriculteurs, producteurs accueillent cet outil numérique. Donc vous avez déjà un petit peu répondu et amorcé la réponse en disant que ruralité ne voulait pas dire refus du numérique, mais est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce point? Oui, alors, bah, écoutez, déjà, en fait, comment dire? CopCircuit, comme d'autres plateformes, hein, de vente en ligne en circuit court, hein, il y en a plein d'autres qui sont très chouettes, Locavor, Panier Local, etc. Sont un des outils de commercialisation à destination des agriculteurs, pas forcément le plus, le plus approprié, enfin ça dépend des personnes. Mais après, c'est vrai que la vente directe, ça permet de maîtriser ses prix en fait. Donc c'est quelque chose quand même à mettre dans la balance quand on cherche des débouchés pour sa production. Faire de la vente directe ou en circuit court, ça permet de se verser un revenu un peu plus digne et on sait à quel point il y a un besoin en France pour redresser un peu les revenus agricoles. Et donc, j'ai retrouvé là entre-temps une citation, je vais me permettre de le reciter, Guillaume, parce qu'il a été interviewé par, je vous le dis, par le magazine de la Maïf, parce que nous, comme circuit, on a gagné un prix de la Maïf là, il y a quelques mois. Donc voilà, on a un article dans la Maïf Magazine, et donc ils sont allés interviewer un de nos utilisateurs, donc Guillaume, et il dit dans cet article, à propos du numérique, je fournis environ 200 familles presque exclusivement en vente directe. Je pratiquais déjà un semblant de vente en ligne par échange d'emails, ce qui me prenait un temps fou. L'interface CopCircuit est incomparable en termes d'ergonomie au point que le canal Internet représente aujourd'hui 40% de mon chiffre d'affaires.
Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, c'est le gain de temps, en fait. Le gain de temps par rapport à la boutique physique qui exige d'être en position de vendeur, en fait, hein, et puis en plus des coûts de la vente, hein, d'avoir un local commercial, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est assez rapide. Mais encore une fois, s'il y a des circuits courts et des commerces qui s'organisent très bien avec leurs fichiers Excel et leurs petits emails, c'est très bien. C'est très bien aussi. Mais s'ils veulent un outil de gestion qui pulse un peu et qui puisse proposer des fonctionnalités, voilà, livraison, point de retrait, paiement en ligne, paiement en liquide au retrait, enfin voilà, des abonnements, pas d'abonnement, de la vente saisonnière, privatiser sa boutique à certaines périodes de l'année, par exemple quand il y a trop de touristes et qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir répondre à toute la demande, bon, etc. Il y a quand même, voilà, si ça peut être une réponse pour certaines personnes qui y voient un avantage. Voilà, et après, nous, on reste ouverts et l'avantage, c'est aussi que là, derrière CopCircuit, il y a une équipe avec des personnes qui répondent sous 24 heures au moindre problème et que normalement, ça se passe bien et que tout se déroule dans les meilleures conditions, quoi. Mais voilà, je dirais gain de temps, mais après, avoir une boutique physique, c'est aussi très adapté à d'autres types d'initiatives, quoi. Merci beaucoup. Et il y avait d'ailleurs une autre question qui vous était adressée. Est-ce qu'il y a seulement des produits ou est-ce que des services peuvent aussi se retrouver sur cette plateforme, justement? Alors, justement, je crois, je ne suis pas trop sûre de ma réponse. Il me semble qu'on a quelques personnes qui proposent des massages ou qui voudraient proposer des massages. Je suis en train de demander à une de mes collègues. Attendez, je vous réponds dans 2 minutes pour ça. Pas de souci. Mais De toute façon, voilà. Oui, allez-y, oui. Voilà, c'est évidemment, nous, sur la plateforme, il est écrit producteur, consommateur, donc on parle plutôt de produits quand même. Et quasiment que des produits alimentaires, même si des produits non alimentaires peuvent se vendre en circuit court, type boîte de chauffage, produits d'hygiène et cosmétiques, etc. Et Marie demande également, est-ce que vous vous appuyez sur des AMAP via CopCircuit? Oui, alors, il y a des AMAP qui utilisent CopCircuit pour, dans un cas bien particulier, c'est quand elles veulent monter une commande groupée en particulier, je crois. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, on n'est pas sur la fonctionnalité, sur la fonction panier avec abonnement à l'année, ça qui est vraiment au cœur de la logique AMAP, mais certaines nous utilisent sur cet aspect commande groupée. Voilà, par exemple, on veut commander pas moi, 30 kilos de fromage direct au producteur, enfin quelque chose d'un peu plus exceptionnel, pas récurrent, voilà. Donc oui, il y a des AMAP qui utilisent CopCircuit pour ça. Alors, merci beaucoup. Je vous propose qu'on clôture ce temps de questions-réponses pour qu'on puisse passer au deuxième temps de ce webinaire. Mais je vous invite tous les trois à bien répondre, si vous pouvez, aux questions qui vous sont adressées dans l'outil. Notamment, il y a une question qui vous concerne tous les trois qui est assez intéressante et qui va faire le lien avec notre deuxième partie. C'est la question de comment est-ce que sont accueillis vos projets par les élus locaux et quels sont les freins les plus fréquents que vous avez rencontrés. Donc, je pense que pour compléter votre retour d'expérience, ça peut être très intéressant que vous y répondiez voilà, à l'écrit ou si on a le temps à la fin de la deuxième partie de ce webinaire. Mais du coup, voilà, je vous propose qu'on enchaîne pour bien tenir les temps. Et dans cette deuxième partie, qui sera du coup axée sur plutôt les leviers d'action que les collectivités peuvent mettre en place pour soutenir les projets de commerce de proximité et l'économie sociale et solidaire qui revitalise les centres-bourgs. Je vous propose qu'on introduise le sujet par une courte vidéo qui a été réalisée par le département d'Ille-et-Vilaine, qui va synthétiser et illustrer beaucoup des sujets qu'on a abordés aujourd'hui jusqu'à présent. Donc, je vous propose qu'on la regarde ensemble en espérant que vous allez bien entendre le son. Et je vais laisser donc Floriane la projeter. N'hésitez pas si vous avez des soucis techniques à écrire dans l'outil discussion. Merci. Floriane, tu peux lancer, je pense. Alors, comme on n'entend pas le son, est-ce que Floriane, tu pourrais vérifier si tu as bien enclenché le partage de l'audio?
comme on avait... Normalement, c'est bon cette fois-ci. Je remets du début. Merci. Ouverte du lundi au dimanche, l'épicerie est installée au cœur de la commune de Mézières-sur-Couesnon depuis 3 ans. Ici, on trouve tout ce qui est nécessaire au quotidien, des produits conventionnels, mais aussi des produits locaux. Ce qui fait tout l'intérêt de ce commerce de proximité pour les habitants. Je suis handicapée, je suis au frais. On a le magasin au prêt, il faut en profiter. C'est important que dans une commune, il y ait ce genre d'établissement. Et puis, ça fait travailler les producteurs du coin. Donc c'est une très bonne chose, quoi. Créée il y a 3 ans, l'épicerie est née grâce à la mobilisation des habitants réunis en société coopérative, regroupant une quarantaine de sociétaires qui sont autant de bénévoles. La multitude des sociétaires et des acteurs en général était plutôt quelque chose de très positif, puisque ça fait une multitude de compétences et des fois insoupçonnées de la part de ces mêmes sociétaires. On est très confiants sur cette organisation-là, même si plus de bénévoles seraient les bienvenus et ça permettrait d'en faire un petit peu moins pour certains et puis de partager davantage. Il faut aller susciter un petit peu l'intérêt de participer à un tout petit niveau quelquefois, c'est suffisant, hein. De nombreux producteurs locaux livrent l'épicerie régulièrement. Elle a du sens, du lien, et puis elle est locale, quoi, donc elle fait travailler le local, tous les producteurs, et puis voilà, elle fait un maximum pour les acteurs locaux. Le local est ouvert tous les dimanches matins par les bénévoles pour un temps plus convivial et des ateliers créatifs y sont régulièrement organisés. C'est enrichissant parce que du coup on travaille tous ensemble, qu'on a des idées donc, qui viennent de plusieurs personnes et non pas seulement de moi ou de ma collègue qui sommes là au quotidien. C'est que c'est vraiment riche avec la multitude de personnes, que ce soit sociétaires, les clients lambda qui ne sont pas forcément investis plus que ça dans l'épicerie. Le département d'Ille-et-Vilaine a soutenu cette initiative en aidant au financement d'un 2e salarié, toujours dans la même dynamique que le bouclier rural. Ces initiatives sont accompagnées aujourd'hui dans le cadre du dispositif économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, c'est beaucoup le développement local, c'est-à-dire la réponse à des besoins de la population, particulièrement sur des territoires où effectivement les services ne sont pas assurés, où l'ensemble des services ne sont pas assurés. Donc dans ce cadre-là, le département, au titre de sa politique, essaye d'accompagner les initiatives en essayant effectivement de créer des synergies pour faire naître des projets qui répondent aux besoins de ces territoires. L'association des habitants est absolument essentielle pour permettre une émergence de projets collectifs et qui engagent chacun sur le territoire et qui engagent les gens aussi dans la durée. L'épicerie coopérative a déjà prouvé son intérêt puisqu'en 2017, le bilan était bon pour la structure qui emploie 2 salariés permanents et qui a terminé son année à l'équilibre. Voilà, super, un bon résumé, une belle illustration de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Donc, je vais laisser à présent Cyril Nassens, qui est chargé de mission économie sociale et solidaire au département d'Ille-et-Vilaine, nous présenter la politique du soutien du département à l'égard des commerces ESS en milieu rural, mais aussi comment est-ce que vous valorisez ces initiatives, par exemple. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Ravi effectivement de participer aujourd'hui pour valoriser un peu les initiatives qui se mettent en place dans le département. Alors peut-être l'Ille-et-Vilaine, juste pour vous donner un peu le contexte de ce département-là, on est sur un département de d'1 100 000 habitants environ. On a 10 000 habitants supplémentaires chaque année et on a une métropole. Et pour le coup, ce qui est intéressant dans ce département, c'est que vous avez un phénomène de métropolisation avec Rennes et sa métropole, qui concentre quasiment 50% des habitants du département. Et dès que vous sortez de la ville de Rennes, en fait, il y a une logique d'archipel, ce qui fait que vous êtes tout de suite à la campagne, ou quasiment. Donc c'est quand même une des particularités du département d'Ille-et-Vilaine, avec aussi un département très agricole, mais énormément de bocage, ce qui donne, ce qui a vraiment influencé l'aménagement du territoire, ce qui fait que les villages en Ille-et-Vilaine, généralement, vous avez entre 15 et 30 hameaux. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment des villages qui sont assez étendus avec plein d'îlots de peuplement, et on n'est pas sur forcément un centre-bourg qui concentre toutes les habitations.
Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement important. Alors, la logique qu'on a eue au département, il y a eu la loi NOTRe en 2014 qui a quand même changé beaucoup de choses, qui a questionné beaucoup, notamment les compétences des conseils départementaux, notamment sur la partie développement économique. Le département ne pouvant plus apporter d'aide directe aux entreprises, entre guillemets, il a fallu se saisir des opportunités qui étaient offertes par la loi NOTRe. Et il y a deux choses qui vont faire le lien avec l'ESS et aussi avec les commerces en milieu rural qui vont guider l'intervention du département, c'est les solidarités territoriales. Donc, comme le disait ma collègue, le département veille véritablement à un développement équilibré de son territoire. Donc, et qui dit développement équilibré, c'est effectivement permettre l'installation de nouvelles populations, mais un des critères qui va faire que les populations vont s'installer, c'est quel panier de services elles vont pouvoir avoir en proximité. Et dans le reportage était évoquée la question du bouclier rural. Et en fait, dès 2013, avant même que l'État ne se mette à développer les relais de services publics, les maisons France Service, les schémas départementaux d'accessibilité des services au public, il y avait une réflexion en Ille-et-Vilaine pour travailler sur le bouclier rural, c'est-à-dire à l'échelle d'un territoire, il y avait un minimum sur on va dire une distance d'environ 10 km, un panier de services indispensable pour permettre aux populations de vivre correctement sur les territoires. Donc il y a vraiment cette question de la solidarité territoriale qui était assez importante pour nous, et aussi la question de la solidarité humaine, de la cohésion sociale dans les territoires. Et là, ça va vraiment faire le lien avec cette question de la participation des habitants dans la vie locale. Et ça, c'est véritablement le fil conducteur de la politique économie sociale et solidaire du département. Alors, comment elle a été construite, cette politique? En fait, au niveau du conseil départemental, il y a un système de comité consultatif. Et donc, ça réunit un certain nombre de têtes de réseau, d'acteurs ou de porteurs d'initiatives. Et la politique économie sociale et solidaire, elle est travaillée avec les acteurs de terrain dans une logique ascendante. Ça, c'est vraiment je dirais la grosse plus-value de l'intervention du département. Et on est vraiment je dirais dans une logique de développement local durable. Et c'est aussi important de préciser que la mission économie sociale et solidaire dans notre collectivité, qui est quand même une collectivité de quasiment 5000 agents, en fait, elle a été conçue comme étant, on va dire, une ressource en direction des autres services. Donc, au-delà d'avoir un énorme budget, on est davantage positionné sur de la transversalité, et je dirais que dès qu'il y a dans les services des initiatives ou des innovations qui se mettent en place, l'ESS a toujours une petite place dans la réflexion, soit pour accompagner, soit pour orienter, ou en tout cas donner du sens à une stratégie un petit peu globale. Donc ça, c'était important peut-être de le rappeler en introduction. Alors, au niveau des réalisations concrètes, par rapport au commerce de proximité, nous, la première des choses qu'on a fait, ça a été de sensibiliser les élus. On s'est dit que c'était le rôle, en tout cas, qu'on pouvait avoir au niveau du conseil départemental. Et on a la chance d'avoir une association à l'échelle de la région Bretagne qui s'appelle Brud'Aide. Alors, Brud'Aide, ça veut dire, alors il faut que je vous retrouve l'acronyme, ça veut dire Bretagne rurale pour un développement durable. Et donc, cette association, elle fédère toutes les collectivités qui souhaitent s'engager dans cette optique-là de développement durable et d'un développement local et solidaire de leur territoire. Et donc, dans l'ADN de cette association, il y a un sujet phare qui est l'attractivité des centres-bourgs. Et ça a été, je dirais, le point d'ancrage qu'on a eu en direction des élus locaux, donc principalement les élus communaux, où en fait on les a accompagnés dans le cadre de cycles de formation autour de 3 items qui étaient au niveau du territoire, comment avoir un aménagement et un urbanisme au niveau des centres-bourgs qui permettent justement le maintien d'un commerce de proximité qui soit bien signalé, accueillant, bien aménagé, isolé, pour, on va dire, diminuer aussi les frais des éventuels porteurs de projets. Donc, cette question du territoire, on a vraiment accompagné les élus là-dessus. C'était une dimension qui était assez importante pour nous. La deuxième chose, c'était quelle offre
est encore, et tout à l'heure, je pense que Corentin en parlait aussi, en fait, le modèle classique de commerce n'est plus forcément viable dans les territoires ruraux. Et donc, quelle offre, quel type d'offre on peut implanter, et donc là-dessus, on a travaillé sur la multi-activité. C'est-à-dire qu'un commerce en milieu rural, pour être viable, il faut sensibiliser des élus sur le fait qu'on soit sur soit de l'agriculturel, par exemple. Donc, nous, on a énormément d'épiceries qui font salles de spectacle, bars associatifs, commerce de proximité. Donc, ça, c'est vraiment le modèle un peu type qu'on commence à avoir dans le département. C'est du coup accepter aussi que les porteurs de projets soient sur des horaires élargis, notamment les week-ends, pour pouvoir aussi travailler en direction des publics jeunes, des familles, etc. Propose des activités diversifiées et des services innovants pour se dégager un revenu suffisant. Parce que dans cette notion de ESS, il y a aussi la question du modèle économique et de l'équilibre économique qui est indispensable aussi pour ce genre de projet. Et après, le troisième on va dire, enjeu pour nous quand on travaille en direction des élus, c'est la question de l'implication des habitants et des acteurs du territoire. Ça, c'est indispensable pour le maintien des commerces de proximité, c'est la place des habitants dans le projet. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'on met vraiment en valeur quand on travaille en direction des élus locaux. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en direction des communes. Et après, au niveau des élus départementaux, on a essayé d'intégrer ça dans une stratégie un petit peu plus globale dans le cadre de la politique ESS. Donc pour nous, cette question de l'ancrage local des projets, ça renvoie aussi à la question de la méthodologie de projet que les porteurs, puisque chaque projet a vraiment ses spécificités, il faut que les gens qui souhaitent s'impliquer dans la reprise de commerce en milieu rural, notamment s'ils sont intéressés par cette question de l'ESS, ils puissent être formés. Et donc, pour nous, en tant que département, c'est important de soutenir tout l'écosystème d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire dans notre territoire. Et donc, pour nous, ça va de l'incubateur de projet ESS TAC 35 qu'Alexandre évoquait, puisqu'il en a bénéficié, mais ça va aussi au soutien des pôles ESS de proximité qui sont à l'échelle des pays, des réponses de premier niveau pour les porteurs de projets potentiels. Donc ça, c'est quelque chose qui était aussi important pour nous. Cette multifonctionnalité, et puis la question du modèle économique pour nous aussi, cette question de la formation, de l'accompagnement des porteurs de projets, c'est aussi un gage de sécurité et de leur donner les clés pour pouvoir travailler sur des modèles économiques un petit peu hybrides, voire parfois dans leur comptabilité, valoriser d'autres externalités qui ne sont pas forcément valorisées en comptabilité classique. Et là, on revient sur cette question d'utilité sociale et d'impact social des projets dans les territoires. Et cette question de l'évaluation des projets, nous, on a un rôle à jouer là-dessus aussi, en lien avec les collectivités de proximité pour faciliter, je dirais, le travail aussi des porteurs de projets potentiels. Et puis, la dernière chose, sur la gouvernance collaborative et qui est important pour nous, c'est que les lieux, il faut qu'ils soient animés et ouverts sur leur territoire. Je dirais que presque c'est un peu comme des mini-centres sociaux. Il ne faut pas que le lieu il soit restreint aux 2-3 porteurs de projets de base. Il faut qu'il soit toujours en veille aussi pour accueillir et apporter des nouvelles réponses aux besoins des populations. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour nous, cette question de l'ouverture des lieux. Et alors, où on en est actuellement, nous, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est un réseau à l'échelle de l'île-et-Vilaine, justement, des commerces de proximité pour essayer de permettre aux personnes qui souhaiteraient s'impliquer et créer leur activité, de pouvoir aller directement vers leur pairs et de pouvoir être accompagnés lors des différentes étapes de leur projet. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et on a capitalisé un petit peu sur l'expérience qu'on a menée depuis quelques années à travers une publication
alors qui sera disponible sur le site du département après les élections, parce que voilà, en période préélectorale, on ne pouvait pas, comme c'était une nouvelle publication, la valoriser de suite, qui s'appelle Un café s'il vous plaît, qui est en fait une valorisation des initiatives menées dans le département. Donc c'est des fiches expériences et aussi des fiches pratiques pour monter un café, un commerce de proximité. Donc ça, c'est une publication qu'on a fait récemment. Et puis peut-être pour terminer, ce qui nous semble important, nous, comme pour terminer le témoignage, c'est de dire aussi que ce qui compte finalement, c'est pas tant, alors même si c'est bien entendu important pour les porteurs de projets, cette question des moyens, mais c'est pas ce qu'il y a de primordial en fait. En tout cas pour la bonne réussite des initiatives. Vraiment la première des choses, c'est cette question du lien, du partenariat avec les acteurs et cette question de la participation des habitants. Voilà, pour terminer un peu sur le témoignage rapidement, pour éviter aussi de faire trop de redites, parce qu'il y a pas mal de sujets qui ont été balayés. Mais voilà, nous ça permet vraiment de donner du sens, en tout cas, et de positionner le conseil départemental sur cette question du développement équilibré de son territoire. Ça, c'est important pour nous. Merci beaucoup Cyril pour ce témoignage et pour avoir présenté les axes forts de la politique de soutien du département avec ces questions de mobilisation citoyenne, de solidarité humaine et territoriale qui sont effectivement importantes à souligner, la sensibilisation des élus aussi. Il y a d'ailleurs une question à ce sujet qui s'adresse plutôt aux élus, il me semble, locaux, donc les maires, mais peut-être que vous pourriez apporter des éléments de réponse. C'était Mathieu qui demandait comment argumenter sur des projets bénévoles face à des maires qui vont privilégier, pas tous mais beaucoup, des implantations de supermarchés, supérettes, qui vont être créateurs d'emplois et souvent en périphérie de villages, zones commerciales ou artisanales et donc loin des centres-villes et villages. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur ça ? En fait, là-dessus, ça dépend vraiment des projets qui sont portés par les municipalités. Après, nous, ce qu'on constate, en tout cas en Ille-et-Vilaine, lors des dernières élections, on a eu un gros rajeunissement des élus locaux et on a vraiment des élus maintenant qui sont très sensibles à cette question de l'économie sociale et solidaire et du développement durable en général. Et c'est vrai qu'ils ne sont plus forcément sur le schéma aménager des grosses zones commerciales en périphérie des villes, mais ils sont plutôt dans cette dynamique d'accompagner l'accroissement démographique et l'accueil de nouvelles populations par le développement de services. Et du coup, c'est vrai qu'on a un terreau, je pense, dans le département qui est assez favorable pour développer des projets de ce type-là. Après, les deux collectivités pivots, c'est soit les communes, soit les communautés de communes. Enfin, en tout cas, au niveau de Brudette, c'est vraiment le cœur de cible qu'ils ont. Et c'est vrai que les communautés de communes, ça peut être aussi un partenaire institutionnel intéressant parce qu'eux, ils ont la compétence aussi sur le développement économique. Et ça peut tout à fait s'envisager au titre du DevEco d'avoir une stratégie sur les commerces de proximité. Merci beaucoup. On a également une question de Sylvain qui demande si le département a l'ambition de prendre des parts dans des SIC et quelles seraient les contraintes, freins à ne pas prendre des parts dans ces sociétés. En fait, on est déjà sociétaire de deux SIC au niveau du département de l'Ille-et-Vilaine. Donc, une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Ressourceté, qui regroupe en fait toutes les entités de l'association, l'ancienne association Envie, qui est un réseau national qui travaille sur l'insertion. Donc on est sociétaire de celle-là et on est également sociétaire de la COP des masques à l'échelle de la région Bretagne. Il y a une coopérative qui a été créée l'année dernière en lien avec la pandémie pour pouvoir produire des masques localement. Et donc le département est sociétaire. Et c'est vrai que ce qui va guider en tout cas la prise de sociétariat pour nous, c'est l'échelle départementale en fait. Après, localement, rien n'empêche que des communes prennent des parts aussi sur des sites, puisque au niveau des bars associatifs dans le département et des épiceries de proximité, on a vraiment les deux modèles.
association et coopérative, mais généralement, ils démarrent en statut associatif et ils souhaitent évoluer ensuite sur un modèle coopératif parce que ça leur semble plus cohérent par rapport à la logique économique qu'ils souhaitent mettre en place en fait. Mais du coup, comme ils souhaitent ensuite évoluer sur le modèle coopératif, c'est aussi intéressant que les collectivités puissent continuer à être actionnaires de la coopérative, quoi. Après, indirectement, via le travail sur la revitalisation des centres-bourgs, ce qui est travaillé aussi avec les communes, c'est aussi, au-delà des aides directes qu'elles peuvent proposer via une subvention, c'est qu'elles mettent des locaux qui soient adaptés aux porteurs de projets. Et c'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais quand on parle par exemple d'isolation des bâtiments, bah, c'est toujours ça de gagner pour une association qui va porter un projet qui prend un risque économique d'être dans un lieu qui n'est pas une passoire thermique parce que ça leur fait faire des économies tout au long de l'année en fait. Et c'est plus cohérent aussi généralement avec les enjeux qui sont les nôtres actuellement, en tout cas dans les collectivités. Donc voilà, au niveau du département, c'est vrai que on n'a pas trop de problèmes, je dirais, jusqu'à présent pour convaincre. Et le fait qu'on en ait quand même une douzaine maintenant, ça essaime, quoi. Ça, c'est vrai que c'est peut-être aussi une des spécificités qu'on a. Merci Cyril. Une autre question pour le département de la part de Georges qui demande comment est-ce que le département accompagne les porteurs de projets, que ce soit subvention, appel à projet, accompagnement humain en ingénierie. Bah justement, en fait, alors il y a deux niveaux. Au niveau de l'organisation, en Ille-et-Vilaine, on a des agences donc on est territorialisé. Ce qui fait qu'on a un siège, donc la mission ESS, elle est au siège. Par contre, dans les agences, au niveau du département, il doit y avoir de mémoire 5 ou 6 agences départementales et on a un service développement local. Et donc, les porteurs de projets sont toujours accompagnés sur de l'appui méthodologique en proximité au niveau des agences. Ça, c'est la première des choses. Et après, nous, au niveau de la mission ESS, on a un appel à projet qui s'appelle Émergence de projets collectifs de territoire. Et on peut accompagner à l'émergence de projets, puisque avec la loi NOTRe, on ne peut plus donner d'aide directe des entreprises. Donc, on accompagne l'émergence et on a une enveloppe qui permet d'accompagner les porteurs de projets entre 0 et 15 000 euros, en fait. Sur des études d'opportunité et de la préfiguration avant le lancement du service. On va se situer sur la phase amont en fait. Et là-dessus, on a quand même énormément de porteurs de projets de commerce en proximité sous statut associatif ou coopératif qui nous sollicitent. Donc, on est assez identifié là-dessus. Et le fait d'avoir des agences et du coup des contrats de territoire, puisque dans chaque agence contractualise avec les intercommunalités, ça nous permet d'accompagner les collectivités sur de l'investissement dans le cadre des opérations de revitalisation de centres-bourgs. Donc ça nous permet d'être présents sur du fonctionnement et sur de l'investissement. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Je vois qu'il reste quelques questions encore dans l'onglet Q&R qui concernent un peu tous les intervenants. On a notamment une question, peut-être que Cyril, vous pourriez répondre également, de la part d'Amandine. Est-ce que les services décentralisés de l'État, donc les sous-préfectures, peuvent également prendre part dans une SIC ? Alors ça, je vous avoue que moi, je suis dans la fonction publique territoriale, donc la fonction publique d'État, je connais moins un peu leurs contraintes, mais j'ai jamais vu en tout cas pour l'instant. Jusqu'à présent, j'ai pas vu ça. Alors, j'aurais tendance à ne pas répondre, je sais pas. Alors, on a une réponse de ma collègue Bérangère qui répond que oui, c'est possible. Donc ça doit exister, ça ne doit pas être très commun, mais c'est une possibilité. Alors,
Alors, on avait également une remarque de la part de Mathieu qui disait que c'était fou d'entendre tout ce qui est demandé et attendu d'initiatives pour implanter une épicerie collaborative, impact, implication des usagers face aux groupes alimentaires qui installent leur commerce de proximité sans trop de contraintes a priori. Donc voilà, il dit également autrement super d'entendre toutes ces initiatives et voir l'implication d'un département à un tel niveau. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait réagir à cette remarque? Oui, Benjamin? Moi, je peux bien répondre à ça. C'est Mathieu qui posait la question, qui a posé plein de questions. Super. Merci pour votre intérêt et votre écoute attentive. Non, mais moi, pour avoir eu une autre vie avant Cop Circuit, je pense que les gros projets, hein, que ce soit des supermarchés, des ponts, des aéroports, etc., ont tous aussi de grosses contraintes et environnementales, des études d'impact, l'égalité homme-femme, études environnementales, c'est des gros dossiers comme ça, qui sont déposés dans les mairies à la consultation du public. Ils les remplissent très bien, puisqu'on est en face d'entités qui ont un énorme pouvoir économique. Donc, ils arrivent à appliquer la loi et à répondre à ces obligations réglementaires environnementales, compensation en cas de perte de biodiversité, etc., égalité homme-femme, accès handicapé, vous voyez, toutes ces règles. Et en fait, c'est parce que toutes les règles sont les mêmes pour tous et après, on n'a pas la même force de frappe économique. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin impérieux de soutenir l'ESS si on veut un peu rééquilibrer les pouvoirs. Et là, merci Monsieur Naissance. Si je prononce bien. Oui, non, mais pas de problème. Non, mais parce que là, en fait, il y a un maillon clé qui est le rôle des collectivités locales, effectivement, qui animent leur territoire et qui sont au service de leurs habitants et pour contribuer un peu à réguler. Enfin, moi, je suis assez convaincue que les collectivités locales contribuent à ces régulations, mais les supermarchés aussi répondent à leurs études d'impact, etc., quoi. Après, c'est vrai que par rapport au type de commerce qui est surtout important pour l'accompagnement des porteurs de projets, c'est qu'on n'a pas affaire à du commerce conventionnel. Ça, c'est vraiment ce qu'on s'aperçoit, c'est-à-dire que cette notion de pluriactivité, elle est vraiment importante parce qu'elle va permettre aussi sur la partie épicerie, de faire le lien avec les producteurs locaux et du coup d'avoir un impact économique certain sur le territoire, mais elle va aussi permettre à des acteurs culturels ou qui interviennent dans le domaine de la parentalité, d'avoir leur place sur ces projets-là. Donc on est vraiment sur quelque chose c'est pas qu'un simple commerce, quoi. C'est un lieu de vie, c'est presque un tiers-lieu en fait. D'ailleurs, c'est un type de tiers-lieu. Et d'où une plus-value très très forte qui n'est pas mesurable comptablement ni en résultat annuel d'une entreprise. Et c'est aussi dans ce sens-là que le politique, je trouve, a un rôle à jouer d'impulsion et d'orientation. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas les mêmes rentabilités. Enfin, c'est vrai qu'un supermarché qui va mal payer ses fournisseurs, qui va mal payer ses salariés, qui va tirer sur ses marges partout, ça n'a rien à voir avec un commerce qui a d'autres plus-values et notamment contribuer à la dignité des revenus des producteurs, contribuer à la vie sociale, à l'activité culturelle. Effectivement, merci beaucoup pour ces échanges et cette interactivité. Je vous propose dans les 5 minutes qui nous restent pour bien libérer les intervenants à 15h30, comme on se l'était dit, de vous partager quelques ressources pour aller plus loin. J'ai également oublié de lancer un sondage qui demande aux participants, voilà, pour en savoir un peu plus sur vous, qui êtes-vous. Donc, je propose d'y répondre dès à présent en attendant. De mon côté, du coup, pour vous présenter quelques ressources et liens utiles. Par rapport aux productions de tresson dont Floriane avait parlé au début du webinaire, on vous conseille d'aller consulter notamment le mode d'emploi ESS et ruralité, qui va vraiment revenir sur les enjeux clés
qui lie les territoires ruraux et l'économie sociale et solidaire. On a notamment en ligne un panorama de projets, qui, comme l'avait expliqué Floriane, qui va reprendre de nombreux exemples de projets ESS qu'on peut trouver dans les territoires ruraux et sur des secteurs très variés. On a également des monographies. Donc n'hésitez pas à consulter le portail avis.org où vous pourrez retrouver vraiment de nombreuses ressources, dont 4 leviers d'action pour renforcer l'ESS et 5 formes de coopération adaptées aux besoins des territoires ruraux, dont les cycles dont on parlait aujourd'hui par exemple. Vous pourrez retrouver donc sur le portail Avis de nombreux décryptages et des ressources donc dans la catégorie ressources et actualités sur les sujets relatifs à l'ESS, que ce soit en zone rurale mais pas que. Pour ce qui est des territoires ruraux, on vous conseille également de regarder, de revisionner le replay d'un webinaire qui avait été organisé l'année dernière sur l'avenir des territoires ruraux est-il social et solidaire, et qui reprend en fait les enseignements majeurs du projet Tresson, piloté donc par le RTS et la VISE. Donc également, on vous invite à nous rejoindre de nouveau pour des prochains webinaires thématiques. Donc le prochain organisé sera le 20 mai sur la mobilisation des habitants justement. Donc comment mobiliser les habitants pour encourager la création de projets citoyens. Et le 24 juin sur les coopérations dans l'ESS et notamment les nouvelles formes d'emploi, donc les coopératives d'activité économique et les groupements d'employeurs plus particulièrement. Vous pouvez également revisionner tous les webinaires, dont celui-ci, en ligne sur le site Avis. Donc les liens seront fournis avec le support qui vous sera envoyé à la suite du webinaire. Et puis pour terminer, l'Avis vient de sortir également 4 fiches retour d'expérience dans le cadre de son partenariat avec l'ANCT sur le programme de revitalisation Petites Villes de demain. Donc voilà, ce sont des fiches qui reviennent en détail sur la mise en place de projets de l'ESS au sein de 2 petites villes. Donc on a 2 tiers-lieux qui sont sur des sites qui ont été réhabilités. Donc par exemple Simone, qui est un tiers-lieu culturel sur une ancienne usine de bottes, ou alors Jean Moulin, qui sont des ateliers et un tiers-lieu culturel exactement, également dans un ancien lycée professionnel. On a également un projet d'habitat partagé, Habitat des possibles, qui se situe à Castillon-la-Bataille, qui est un projet d'habitat partagé et accompagné pour retraités. Et enfin, on a fait également une fiche retour d'expérience sur une épicerie solidaire qui s'inscrit dans un projet plus global d'insertion sur la petite ville de Saint-Loup-sur-Semouse. Donc voilà, vous pourrez retrouver toutes ces fiches sur le portail Avis, et Bérangère vient d'envoyer les liens également dans la discussion. Et puis pour terminer, on vous invite également à vous abonner à notre newsletter, la newsletter du projet Tresson, où vous pourrez retrouver les actualités, les invitations aux événements dédiés, toutes les ressources et les portraits d'initiatives que la VISE réalise. Donc c'est une newsletter qui est mensuelle et qui est vraiment dédiée aux enjeux croisés de l'ESS et des ruralités. C'est également une newsletter participative, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez y valoriser une publication ou une ressource. Voilà, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. Ce que je vous propose, c'est, s'il reste des questions et si vous le souhaitez, libérer les participants, les intervenants qui s'étaient engagés jusqu'à 15h30. Et puis, si vous voulez, vous pouvez rester pour répondre aux dernières questions. C'est aussi tout à fait possible. Notamment, on peut permettre peut-être d'approfondir certaines questions, la relation aux collectivités pour les porteurs de projets. C'est comme vous le désirez. C'est possible également. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, pour ceux qui veulent rester, je vous encourage à rester. Et pour les intervenants également. Je ne sais pas si certains d'entre vous doivent nous quitter. Mais moi, ça m'embête de laisser des questions sans réponse, mais il y en a certaines, je ne sais pas à qui elles s'adressent. On a la réponse. Dans les questions qui restent, il y avait la question de est-ce qu'un modèle exclusivement basé sur une épicerie est-elle pérenne? Ne faut-il pas intégrer un ensemble de services avec des activités socles, donc épicerie, petite restauration, animation, des services essentiels, point poste, point relais, tabac, et des services innovants, point vert, jeu. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut y répondre. Nous, on milite pour ça, ce modèle-là. Modèle pluriactivité, quoi. C'est ça. C'est là-dessus.
C'est ce que vous mentionniez. Après peut-être qu'un modèle uniquement commerce peut aussi marcher. Après, il n'y a pas un bon modèle et des mauvais, hein. C'est surtout que en fait, chaque projet est ancré dans un territoire et ça dépend après des dynamiques d'aménagement de la commune, des dynamiques de population. Donc, un projet uniquement commerce peut marcher à un endroit et pas à côté. Mais c'est vrai que nous, on pense qu'en tout cas, le modèle pluriactivité, il sécurise. Tout à fait. Alors, il y avait une question, je pense, qui vous était adressée, Bérangère, sur est-ce que les solutions proposées, est-ce qu'il y a des solutions proposées, pardon, pour des livraisons groupées sur votre plateforme? Il me semble que c'était une oui, voilà. Je l'avais oublié celle-là. Et donc, non, il n'y a pas de livraison groupée. Il y a quelques expérimentations sur diverses plateformes en cours. Nous, on le propose pas actuellement. Je ne dis pas que ça ne pourra pas venir, mais pas sur CopCircuit. Il y avait également une question, je pense, qui vous était également adressée, mais je vois que vous y répondez actuellement sur les monnaies locales. Est-ce que... Ah ben, voilà, c'était pour moi, je suppose, et donc je n'arrivais pas à répondre parce que là, ça me demandait de parler, enfin de répondre en direct, enfin bref, j'arrivais plus à revenir en arrière. Donc j'ai répondu à Sylvie dans le chat sur les monnaies locales. Oui, évidemment, on a une forte demande sur l'utilisation des monnaies locales. C'est tout à fait possible d'inscrire la monnaie locale dans un circuit court sur CopCircuit. Mais ça implique que l'on ne fasse pas de vente en ligne, c'est-à-dire il y a les commandes en ligne, mais pas de paiement en ligne. Mais ce qui arrive assez fréquemment, en fait, de payer sa commande au moment du retrait, ou en liquide, ou en chèque, ou en carte, que sais-je. Et après, si vous avez envie de déployer une plateforme de vente dans une monnaie locale, c'est tout à fait possible de déployer une plateforme en marque blanche qui ne sera pas CopCircuit, mais qui sera basée sur le même logiciel puisque c'est un logiciel libre. Et là, à ce moment-là, c'est tout à fait possible d'utiliser des monnaies locales. C'est un peu complexe de développer une marque blanche, une plateforme en marque blanche, mais c'est faisable. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez en savoir plus. D'accord, merci beaucoup. Et un grand merci aux intervenants. Je vois que Cyril Naissance va nous quitter. Un grand merci pour votre intervention. C'était un webinaire très riche. Et voilà, je pense qu'on a répondu à la grande majorité des questions. Merci à tous les participants pour leur intérêt. C'était vraiment intéressant de pouvoir échanger comme ça sur de nombreuses questions. Et puis je vous propose qu'on clôture ici du coup. On vous enverra donc bien le support avec le contact des intervenants si vous voulez échanger et approfondir ces sujets. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.